un petit bruit buccal subtilement dosé. Le chip est en danger. Loin de nous les chips. Bonjour à toutes et à tous. La France ne jure que par « Y'a le mec à Mila » et vous ne savez toujours pas qui c'est, nous non plus. Détendez-vous, vous écoutez le Chip. Bonjour, je suis Kevin Donna et comme toutes les 2 semaines, je suis accompagné de Mélanie Wonga. Salut. Et de François Oulac. Oui, qui va devoir partir très vite. Je resterai juste pour le trachico et ensuite je dois filer malheureusement. C'est déjà très bien. Et aujourd'hui, on accueille celui qui d'habitude refuse tous les feats, Yerim Sar. Bienvenue Yerim. Salut les noirs. On t'a invité parce qu'il y a plein de trucs à décrypter et qu'on voulait solliciter ton expertise. Ça viendra plus tard, mais avant ça, on a des actus. Le Chip, le jeu. Mélanie, est-ce que tu peux nous en dire 2 mots, s'il te plaît ? C'est un jeu de société. Non. Alors, le Chip, le jeu, c'est quelque chose qu'on a lancé avec Binge Audio. On a une campagne Ulule en cours. On a atteint les 30%. 31%. 31%. L'objectif c'est 100%, donc on est quand même encore un petit peu loin. Il nous reste 15 jours. Il nous reste 15 jours. Donc si vous voulez soutenir le podcast, si vous avez des gens autour de vous, vous dites que ce serait cool qu'ils connaissent le Chip, c'est le moment de précommander le jeu. C'est la dernière ligne droite. Ulule, le Chip, le jeu. On a fait un événement. On a fait un événement le week-end dernier. On a reçu beaucoup d'amour. On a rencontré des auditeurs. C'était très très chouette. On a remercié Chris pour la mini enceinte Bluetooth. Je l'ai essayé ce week-end et c'était un pur bonheur. Merci beaucoup. Comment tu es corruptible, toi? Ouais. Yerim, on va parler de toi, de ton art, de ta carrière, de tout ça. Mais avant, on commence par un trash ou iconique. Tu connais le principe ou pas? Pas trop. Vite fait. On commence par moi. Oui. Trash ou iconique, en fait, Yerim, c'est un truc où, vite fait, on parle chacun d'un truc qui s'est passé dans l'actualité, pop culture ou autre. Okay. Et en gros, on dit si c'est trash ou si c'est iconique, d'accord, en gros, okay. ce qu'on a pensé. Moi, je voulais vous parler des Oscars, parce que bon, les Oscars arrivent en février de l'an prochain. Mais il y a déjà une première polémique qui est assez intéressante, c'est la disqualification du film Lionheart. Est-ce que tu en as entendu parler? Non. Ok, alors en fait, c'est un film nigérian de et avec Geneviève Nagy, qui est en gros l'une des grandes stars de Nollywood, qui est actrice, mais qui là du coup devient réalisatrice, et qui concourait en fait dans la catégorie meilleur film étranger. Et en fait, le film a été finalement disqualifié par l'Académie des Oscars. Pourquoi ? Parce qu'il y avait trop de dialogues en anglais. Et du coup, c'est une affaire assez intéressante parce que ça réunit 3 de mes grandes passions, la race, la pop culture et la linguistique. Alors l'histoire de Lionheart, en gros, c'est l'histoire de Ada Eze, qui est une jeune femme nigériane qui en fait est la fille d'un chef d'une grande entreprise. Et en fait, c'est la chouchou de son père, c'est la fierté de son père. Et en fait, son père est pris d'un problème de santé assez grave qui fait qu'il doit être hospitalisé. Et donc, il met à la tête de l'entreprise non pas sa fille, mais l'oncle, donc son frère, l'oncle de Ada Eze. Et du coup, on va dire que l'oncle a une personnalité un peu spéciale et Ada Eze en fait doit s'efforcer de garder la boîte à flot dans un monde en plus dominé par les hommes, en l'occurrence l'entreprise. Le plus beau de tous les cadeaux que je pouvais faire à ce monde, c'est toi, ma fille. Vous devez être fier de votre fille. Évidemment que je suis fier de ma fille. Elle a de qui tenir, après tout. Regardez-moi. Chef. Papa. Chef. Qu'est-ce qui va pas? Chef. Lionheart va devoir se mobiliser jusqu'à ce que je sois remis sur pied. J'ai choisi qui allait me remplacer. Chef Godswill Obiaku. Bonjour à tous. Alors en fait, Lionheart, c'est le premier film nigérian du coup à concourir aux Oscars. Et c'est le premier film nigérian également à faire l'objet d'un original Netflix. Donc on va dire que ça faisait une double bonne raison, bon espoir. Voilà, on sait que c'est un film de qualité et donc les Nigérians avaient un bon espoir de gagner peut-être un Oscar avec ce film. Et le problème, c'est qu'en fait, le règlement de l'Académie est assez strict. Dans la catégorie des meilleurs films étrangers, ils doivent être produits et distribués hors des États-Unis, évidemment. Mais les dialogues également doivent être en anglais, en fait. Et le problème de Lionheart, c'est que... Ne doivent pas être en anglais, voilà. Oui, excuse-moi. Et le problème de Lionheart, c'est que la majorité des dialogues sont en anglais. Il y a une partie qui est en Igbo aussi, une partie qui est en pidgin, mais il y a quand même une partie non négligeable, une majorité, qui sont en anglais. Le problème, c'est que c'est la faute à qui, ça ?
à la colonisation en fait, à la colonisation britannique. Ce que Ava DuVernay, la réalisatrice américaine, n'a pas manqué de souligner, parce qu'elle a dit sur Twitter, excusez-moi les Oscars, mais vous êtes en train d'empêcher le Nigeria de concourir dans sa propre langue officielle, puisqu'en fait le Nigeria est la seule langue officielle du Nigeria, c'est l'anglais. Donc finalement, vous êtes en train de barrer le Nigeria et de comment dire, blacklister le Nigeria des Oscars à tout jamais. C'est ça que vous êtes en train de faire. Est-ce que c'est pas aussi un peu de la faute d'Hollywood qui a du mal à concevoir qu'un film de langue anglaise ne soit pas un film national, et que donc forcément, quand c'est, il y a qu'une seule façon de faire du cinéma en anglais, c'est Hollywood, et ce qui n'est pas Hollywood, c'est pas du cinéma en anglais, donc vous allez concourir avec les autres. C'est exactement ça la question, et c'est ça ce que je trouve super intéressant, puisque évidemment Geneviève Nagy, la réalisatrice, a également réagi, a dit excusez-moi, mais on a pas, en fait l'anglais sert de pont entre les communautés et les différents groupes linguistiques au Nigeria, mais en fait on n'a pas choisi qui nous a colonisé. Lionheart reste un film nigérian qui parle d'une réalité nigériane. Et donc ça pose deux questions que je trouve intéressantes. La première, c'est qu'est-ce que finalement, comme tu disais Kevin, qu'est-ce qu'on considère comme l'étranger en fait? Parce que finalement ce que font les Oscars là, c'est une sorte de subtil mélange d'ethnocentrisme et de dissonance cognitive. C'est-à-dire qu'ils sont à la fois, ils disent à la fois l'anglais tu vois, a une forme de centralité, et donc ce qui est étranger ne doit pas parler anglais. Et en même temps, ils ont une totale, ils zappent totalement la question de la colonisation. Mais les films anglais, du coup, ils sont sélectionnés pour les films étrangers, non ? J'en suis pas sûr. Ben ouais, mais les Anglais, je pense qu'ils concourent. Tu vois, c'est tellement poreux entre Hollywood et le cinéma britannique, les acteurs britanniques, en fait, ils concourent. Ça me paraît pour très les rôles. logique que c'est un film qui est fait en Angleterre avec des acteurs anglais, des producteurs et des réalisateurs anglais soit dans le meilleur film étranger. Enfin, puisque les dialogues seraient en anglais, non. Même pas sûr. Puisque les dialogues seraient en anglais, non. Tout ce qui est britannique et australien, ils peuvent pas non plus les. C'est chelou. Je pense qu'on en aurait entendu parler. En fait, la catégorie avant s'appelait meilleur film en langue étrangère. Et ils se sont rendus compte que ça posait des problèmes, et ils l'ont appelé meilleur film étranger. Seulement, mais ça doit rester dans une langue non anglaise. Seulement, voilà, ils ont changé le nom de la catégorie cette année, mais ils n'ont pas changé les règles. Donc ça pose un problème. Donc je vous disais, c'est con parce que du coup, il y a une forme de centralité de l'anglais en mode, voilà, si vous êtes étranger, ça veut dire que vous parlez pas anglais, et en même temps, ils zappent le côté, en fait, l'anglais est parlé partout, et ils nient une forme de réalité linguistique de l'anglais. Et quand on y pense, ça fait un paradoxe. C'est comme si au César, on empêchait un film ivoirien, par exemple, langue officielle de la Côte d'Ivoire, le français, on empêchait un film ivoirien de concourir au meilleur film étranger, ce serait ridicule. Et pour une fois, les Césars sont, j'ai envie de le souligner, pour une fois, les Césars et les Français sont un peu moins cons. Parce que quand on regarde les catégories de films étrangers qui ont été soit nommés, soit vainqueurs au César. On a par exemple 2015 Mommy de Xavier Dolan, donc qui est un film en français forcément, en français canadien, ou alors par exemple en 2019 la nomination de Girl de Lucas Dont, tu sais, sur cette danseuse, une adolescente qui fait de la danse classique et qui est trans, qui était un film belge, en moitié en français, moitié en néerlandais. Donc pour une fois, on est un peu. Moi, l'équivalent que je verrais pour ici, ce serait les rappeurs belges et suisses. Qui sont devenus rappeurs français, rappeurs francophones français, c'est pareil, c'est bon. Céline Dion, vas-y, prends nos Energy Music Awards. Même la BD, ça a toujours été ça. Ouais. La BD c'est bon, c'est BD français. Vous pensez que j'ai une petite question d'ailleurs, peut-être que Yérim, tu connais la réponse. Vous pensez que la première fois que Drake a été nommé au Grammy, est-ce qu'il était citoyen, parce qu'il a pas été nommé dans le meilleur album étranger ou international, hein. Est-ce qu'il était déjà citoyen américain? Moi, c'est une question que je me pose. Ah, par rapport à... mais parce que là, actuellement, il a fait ça... Oui, là, parce qu'il a un lieu de résidence, etc. Il a la double nationalité, mais il l'a pas eu tout de suite, je pense. D'accord. Je me pose la question. Ensuite, je sais que les Grammy et les Oscars, c'est pas le même règlement, mais c'est une question que je me pose, tu vois, sur la porosité, comme on disait. Après, s'ils ont le même truc par rapport à la prod, vu qu'il était signé sur un label US... très vite, je pense qu'il est assimilé. En fait, je pense que dès que t'es signé, pour le rap, je parle, c'est pas faux. Sur un label américain, je pense qu'il t'assimile quoi qu'il arrive. Oui, mais c'est pas faux. Non, mais je me suis posé la question, tu vois, par rapport à la porosité justement de ce qu'ils considèrent comme étranger ou pas. La deuxième question que je trouve intéressante, c'est est-ce que l'anglais nigérian est une langue étrangère ou pas en fait? Parce que il y a des gens qui disent que oui. Il y a un article super intéressant, je vous mettrai en lien, d'un linguiste qui s'appelle Kola Tobosun, dans une revue qui s'appelle African Arguments, et qui dit qu'en gros, les Nigérians ont tellement nigérianisé l'anglais
C'est-à-dire que dans le vocabulaire, dans la façon d'utiliser les verbes, dans les tournures de phrases, dans la phonétique également, l'anglais nigérian aujourd'hui a pris une direction qui est totalement différente et indépendante de l'anglais britannique qui était à la base l'anglais qui était imposé aux Nigérians. C'est comme c'est presque la même différence, c'est même encore plus forcé, je pense, qu'entre le français québécois. Enfin, si tu vas au fin fond de l'Acadie, je pense qu'ils parlent un français qui est totalement différent du nôtre. Et donc, on est face à un groupe linguistique qui est différent. Est-ce que tu te souviens, Kev, quand on est allé au festival Cinewax l'an dernier et qu'on a vu ce film qui s'appelle Kassala? Oui, bien sûr, avec les adolescents à qui arrivent des aventures dans la gosse. Voilà, on bitait rien. Ouais, bien sûr, heureusement qu'il y avait les sous-titres. On bitait rien. Ouais. Et donc Kola Tobosun, il dit ça dans l'article. Il dit, si l'anglais nigérian est une langue, est un anglais, comment ça se fait que dès que des anglophones du monde anglo-saxon, britannique, australien ou américain viennent chez nous, comment ça se fait qu'ils ne captent strictement rien à ce qu'on raconte? C'est bien quand même qu'il y a une différence de phonème, etc., etc. Et donc, le truc où il y a encore un plus gros paradoxe, c'est que les étudiants nigérians, lorsqu'ils veulent étudier dans les universités américaines, doivent passer le TOEFL. Non. C'est ce que dit Kola Tobosun dans l'article. Le TOEFL, c'est donc un concours de validation de niveau d'anglais destiné aux non-anglophones, aux non-native speakers. Ouais. Et donc les Nigérians, lorsqu'ils veulent aller aux États-Unis, ils sont considérés par les étudiants, par les universités américaines, comme des non-anglophones. Ils doivent passer le TOEFL. Donc finalement, le cas Leonard, c'est un cas assez intéressant de paradoxe post-colonial, quoi. Je trouve ça assez ironique parce que parfois, dans beaucoup de pays occidentaux, on va reprocher aux afrodescendants de ne pas être assez assimilés. Et là, on est face à un cas où on reproche aux Nigérians de ne pas être assez exotiques. Donc je trouve ça assez drôle, voilà. Et je dis du coup un trash pour les Oscars, mais un trash de forme, quoi. Pour moi, ça va au-delà de ça. Alors moi, je vais vous parler d'agression sexuelle et de viol. Donc si ces sujets vous touchent ou vous mettent mal à l'aise, vous pouvez ne pas hésiter à avancer de quelques minutes dans le podcast, je vous en voudrais pas. Je voulais revenir sur le fait qu'on est en plein dans un nouveau cycle de l'affaire éternelle Roman Polanski. Et dans les médias, du coup, on a les puissants qui défilent pour apporter leur défense plus ou moins solide du réalisateur qui est accusé de viol, on le rappelle, par 12 femmes aujourd'hui. Mais mon trash à moi, parce que comme on est dans le cheap, mon trash à moi, il est forcément relié à la culture noire, et du coup, il est pour Pascal Légitimus. Donc, petit rappel des faits, vite fait, sur l'affaire Polanski. Donc, il est accusé d'avoir violé et sodomisé une jeune fille de 13 ans en 1977, à qui il avait proposé d'être une de ses modèles. Il a avoué son crime, et au moment d'être jugé, il a fui les États-Unis pour se réfugier en Europe, pour échapper à la justice. Et du coup, il est toujours recherché aujourd'hui depuis par la police américaine. Mais à travers les décennies, il a bénéficié de pétitions de soutien signées par plein de stars. Il a été récompensé pour ses films qu'il avait encore l'opportunité de tourner. Et en ce moment, il y a un nouveau film de lui qui est sorti. Donc, la polémique reprend, sachant qu'il y a une nouvelle victime qui s'est fait connaître. Depuis, il y a plusieurs femmes en fait qui ont accusé Polanski de viol dans des circonstances plus ou moins violentes. Selon ce qu'elles disent, elles étaient quasiment toutes mineures au moment des faits. Et il y a même l'une d'entre elles qui disait qu'elle avait 9 ans à l'époque des faits, une autre 10 ans et puis quelques-unes 16 ans. Donc voilà, c'est assez varié. Sans surprise, Polanski nie tout en bloc et prétend même qu'il n'a jamais rencontré ces femmes. Donc avec la sortie de son nouveau film, j'ai oublié le nom, je sais pas, je vais pas faire de pub. C'est marrant, on retrouve la configuration habituelle, les féministes d'un côté qui dénoncent la révérence et l'impunité dont Polanski bénéficie, et de l'autre côté les grands noms du cinéma qui vont sur les plateaux de télévision pour le défendre. Ou pas si tu es Jean Dujardin et que tu veux pas qu'on te pose la question mais que t'as pris l'argent, quoi. Alors, Pascal Légitimus dans tout ça, comment il arrive ? Qu'est-ce qu'il a fait encore ? À la base, il a juste dîné avec Polanski il y a 25 ans. Donc c'était il y a quelques années. Mais n'empêche que l'affaire enfle. Du coup, forcément, quand tu as dîné avec Polanski il y a 25 ans, les gens posent des questions.
Donc pour se justifier, Legitimus nous sort donc une excuse, pas piquée des hannetons, que je vais vous lire. C'est pas parce que Polanski m'a invité à déjeuner il y a 20 ans et que j'aime ses films que je suis pour la pédophilie et que je le défends. Voltaire était raciste, Sade était pervers, Céline, vous savez, Genet Cocteau traînait homosexuel, et pourtant, vous appréciez leurs œuvres. Vous avez donc tous et toutes dissocié l'œuvre de son auteur. Donc là, c'est l'accident de voiture moche, sortie de route, 5 blessés. Alors... En plus, je crois qu'il l'a fait sur le compte officiel des Inconnus. Oui, ce qui veut dire qu'il a associé ses 2 potes qui n'avaient juste rien demandé. Je trouve ça Ferme ta gueule, tais-toi. Alors, vous connaissez le proverbe, hein, parfois, il vaut mieux laisser planer le doute sur le fait qu'on est con plutôt que de le confirmer en ouvrant la bouche. Donc là, ça s'applique très, très justement. Ou aussi ouvrir son ordinateur, dans le cas de Legitimus. Hein. Donc, il compare donc en toute détente pédophilie, racisme, perversion et homosexualité. Dans ce message qui en plus est plein de morgue. Donc vous voyez, vous êtes comme moi, vous aussi. Non, en fait. En mode, je vous ai bien eu. Du coup, bien sûr, ça n'a pas arrangé son cas parce que les internautes l'ont gentiment plié en 18 suite à ce message. Moi, je voudrais juste qu'on fasse un petit retour sur les Inconnus parce que les Inconnus, c'est un peu rentré dans la légende en France. Hein, c'est notre patrimoine de l'humour. Donc, c'était le groupe humoristique dont Legitimus fait ou faisait partie. Je ne sais pas s'ils sont disbanded. Ils sont dormants. Plus actifs, mais ils sont toujours potes. C'est ça leur statut. Ils doivent encore faire des apéros. Voilà, c'est ça. Apéro inconnu. Et pourtant, en fait, les Inconnus, ils les ont tous fait. Blackface, brownface, yellowface, accent raciste, blague sur le viol, imitation douteuse en tout genre. Voilà, hein, c'était les années 80-90, hein, on rigolait, il n'y avait pas de problème. Et du coup, Legitimus fait partie d'une génération. J'irais pas jusqu'à dire que c'est un négro choco qui rigole aux blagues racistes que font ses potes sur lui et sur les Noirs, mais on n'est pas loin, en fait. Hein. Des rimes, une réaction par rapport à ça. Je sais pas, parce que moi je préférais les nuls en fait. Je toujours préféré les juifs. Okay. Moi, c'est comme les Beatles et les Rolling Stones. Ouais. Et c'est vrai qu'on n'a jamais vraiment dit les choses sur Pascal Legitimus dans ce podcast, donc moi j'aimerais savoir qu'est-ce que vous en pensez et c'est quoi votre problème avec lui ? Non, moi je pense que de façon générale on est très mal représenté. Alors quand je dis on, les Noirs, les Antillais, tout ça mal représenté dans les médias. En fait, Legitimus, il prend la parole parfois sur les questions, tu vois, liées à l'esclavage, la représentation des Noirs dans les médias et en fait. Il y a pas longtemps, je regardais Alain Finkielkraut s'engueuler avec Maboula Soumaoro. Ouais. Et je me disais, mais mon Dieu, c'est nul. À part Legitimus, on voit pas d'hommes noirs aussi médiocres que ça à la télé. Il y a que des hommes blancs, à part Pascal Legitimus, pour avoir le droit de dire des trucs aussi problématiques. Yérim, est-ce que toi, tu dois passer dans les grands médias bientôt pour dire des choses de ce niveau-là ? Est-ce que tu veux Non. Enfin, pour dire des choses, ça me dérangerait pas, mais pas de ce niveau-là, en fait. Mais après, non, je pense que lui, il vient de... Je sais pas comment dire, ça a jamais été un mec engagé, quoi. Tu vois. Donc, mais il prend quand même la parole. Donc c'est ça qui est ouf, quoi. Ah ouais, parce qu'en plus, je crois que c'est une actu nulle qui promotionnait. C'était, je sais pas, un bouquin, un truc. Enfin, tu sais, c'est genre une sorte de revenant de l'équivalent de la variété version télé des années 90, quoi. Mais mais effectivement, ce qui est assez drôle, c'est que quand tu regardes le passage, il vrille tout seul, personne lui parle de Polanski à la base, il parle d'autre chose et il se met tout seul dans la merde, après il patauge et voilà. Les ravages de l'âge. Ouais, c'est ça. Alors oui, en tout cas, après ce message, il est repassé à la télé, du coup, pour s'expliquer. Encore un grand moment de bonheur. Je cite, « Votre carrière, en 2 heures, vous dites, ça y est, je vais être au pilori, un peu comme Dieudonné. Ça a été très vite. Sauf que lui a continué, mais moi, je me suis excusée auprès de tout le monde. Mais malgré ça, quand je dis quelque chose de négatif, on m'accuse. Et quand je dis une vérité en m'excusant, ça marche moins. » Et il conclut. Je mets la main sur le cœur. J'espère que ça va passer, que ça ne va pas entacher ma carrière, en tout cas. Il est honnête, hein. Waouh. Déjà, il est assez sûr de lui, parce que je sais pas de quelle carrière il parle. Et ensuite, je kiffe beaucoup la manière de toujours name dropper Dieudonné, en fait, quand t'es un mec d'une minorité, parce que ça marche aussi pour notre les représentant. Et qui dit, mais ça va, je suis pas non plus comme lui, quoi, tu vois. Genre, et tu fais, c'est vraiment un système de défense. Parce qu'en fait, sur sa dernière phrase, il espère que ça va pas entacher sa carrière. C'est évidemment dans tout ça. Est-ce que c'est pas le plus important, la carrière de Legitimus ? Les personnes LGBT qui ont rien demandé, qui se retrouvent alignées avec les racistes et les pédophiles, non, ça c'est pas important. Les victimes de Polanski qui sont traînées
traîner dans la boue par des puissants du showbiz qui s'acoquinent avec un réalisateur recherché par Interpol. Non, ça non plus, c'est pas le sujet. Non, le plus important dans tout ça, si vous avez suivi, c'est la carrière de Pascal Légitimus. Et j'ai pas googlé, mais vous savez ce qu'il fait en ce moment ? Toi, tu parles d'un livre, mais... Je crois qu'il était là pour la promo d'un bouquin, mais sinon je pense que comme tous les mecs de sa génération qui ont disparu, il doit faire influenceur Facebook. Non, je pense qu'il doit faire des pièces de théâtre, tu sais, mais dans des petites salles parisiennes, je crois. Comme plein de gens nuls, en fait, tu vois. Ouais. Donc, joli coup de pub, Pascal. On te souhaite le pire pour ta carrière. J'arrête pas de souhaiter le pire. Mais arrête, ou le meilleur. Et pour finir, le trash iconique cette semaine, le trashico des réseaux. Cette semaine, on a appris des nouvelles de Drake après cette débâcle. Je vous donne le contexte. Il y a 10 jours se tenait le Camp Flog Now, festival annuel organisé par le divin Tyler. 8e édition, toujours à Los Angeles. Ça se passe sur 2 jours. Est-ce que tu peux préciser qui est Tyler, ce créateur ? Parce que les gens, quand ils jouent au chip le jeu, ils ont un peu de mal. C'est un artiste multifacette, leader d'un groupe qui s'appelait Hot Future. Et donc Tyler, chaque année à Los Angeles, il organise ce festival Camp Flog Now qui se passe sur 2 jours. La programmation est toujours démentielle. Cette année, il y avait entre autres Solange, Mos Def, A$AP Rocky, 21 Savage, Thundercat, Blood Orange, DaBaby et Frank Ocean. Non, pas Frank Ocean. Drake à la place de Frank Ocean. C'est justement ça le problème. Le public s'attendait à une performance d'un invité mystère. La rumeur court, il s'agirait de Frank Ocean et non. Déçu, une partie du public prend la pop star canadienne en grippe, qui a dû tirer sa révérence au bout. Drake arrive sur scène et c'est le drame, c'est ça ? Et en fait, à chaque nouveau morceau, les gens pensent qu'il va annoncer Frank Ocean. Et non, juste il fait un nouveau morceau. Donc ça s'est mal passé. You know, I'm gonna tell you. Like I said, I'm here for you tonight. If you want to keep going, I will keep going tonight. Non Frank, rentre à la maison. I will keep going tonight. He's gonna stay. It's been love. I love y'all. I go by the name of Drake. Thank you for having me. I go by the name of Drake. Alors, pour être parfaitement honnête, j'ai mis la pire version parce que il y a une meuf qui fait non. Non, we want Frank. Il y a d'autres versions, c'est pas tout le public, c'est une partie du public et donc la version que je vous ai passée, c'est la partie où il se fait le plus chahuter. On vous a demandé vos avis. Est-ce que c'est trash de la confiture au cochon ? Est-ce que c'est iconique, le début de la fin de l'hégémonie de Drake ? Ou un peu mitigé, it's a free country, ils ont payé, ils ont le droit de huer tant qu'ils veulent, ça veut pas dire grand-chose. Alors d'abord les résultats de nos followers, trash 38%. Donc des gens qui estiment que c'est de la confiture au cochon. Iconique 22%, des gens qui souhaitent, qui appellent la fin de Drake. Et It's a Free Country 40%. Vous auriez dit quoi, vous ? Ouais, Free Country, parce que t'avais eu la réaction de Tyler après qui disait mais en fait si je l'ai invité c'est parce que moi je le kiffe. Et en plus t'as des vidéos de Tyler tout seul en train de s'ambiancer. Ouais. Autour de gens en fait, autour de lui t'as juste des gens qui sont en train de huer et tout, donc t'as plus l'impression que c'est un gros malentendu, mais après il aurait dû l'annoncer, il aurait pas dû jouer la surprise parce que clairement il a pas dû capter Tyler que son public, sa fanbase c'est pas ça du tout c'est pas des hotline blingers. Ouais, voilà. Donc pour moi c'est plus une erreur de manip un peu quoi. Et toi, Mel ? Mais ça me fait très plaisir que Drake se fasse suivre. Ouais, il arrive à ça aussi. Franchement, c'est pour ça que j'ai envie de dire iconique, quoi. Franchement, ça fait plaisir, non ? Mais en ce moment, je suis aigrie et j'ai envie que tout le monde se casse la gueule. Mais franchement, Drake, il mérite, quoi. Vous parliez tous les deux des réactions de Tyler, est-ce que Drake mérite pas. Sur Twitter, Tyler s'est lâché, donc il était pas content. Je pensais qu'avoir l'un des plus grands artistes de cette putain de planète à un festival de musique, ce serait de la bombe. De son côté, le Champagne Papi avait l'air un peu abattu et il a tweeté: je viens de signer une résidence de 10 ans au Camp Flog Now. Désolé les enfants, vous allez tous me voir tous les ans jusqu'à vos 30 ans. Bande de petits cons, il aurait pu ajouter. Moi, je pense 2 choses, comme toujours. La première, c'est que c'est un peu, pour moi, c'est l'exemple parfait des relations toxiques ou abusives. Tu sais, quand tu attends des gens qui n'en ont rien à foutre de ta gueule, le public attendait Frank Océan, comme on dit du mauvais côté de l'Atlantique, parce que c'est un ancien acolyte de Tyler. Je suis un vieux con. Et du coup, j'ai vu tout le groupe à l'époque, en 2012, au Trianon à Paris. Il y avait tout le monde, sauf devinez qui ? Frank Ocean, qui devait avoir mal à la gorge. Il a pas votre temps, en fait. Ouais. Exactement. J'aime Frank Ocean, je pense que ce qu'il fait, c'est beau à chialer, mais il est à la maison en slip
il a pas notre temps. Il a sorti 2 singles il y a quelques semaines. Il joue à la Switch. Voilà, il joue à la Switch à la maison, mais tu vois, il envoie des singles de temps en temps. En 2017, il en envoie une demi-douzaine, des trucs très bien, mais on sait pas trop à quoi s'attendre. Il ouvre sa boîte de nuit à New York, mais voilà. Drake, c'est l'inverse. Drake, il est disponible, il est là, il est dispo et on veut pas de lui, donc il faut prendre ce qu'il y a. Moi, je réponds carpe diem. Et puis ce que tu disais tout à l'heure sur il a mal anticipé Tyler, je pense qu'il est aussi responsable un peu du fiasco. En fait, ce festival, c'est un truc où il invite tout le gratin musical noir cool qui vient en courant, ce qui est la marque de son bon goût et une forme d'auto-validation, mais il met des points d'interrogation sur la programmation qu'il remplit avec des grands noms en face d'un public qui se revendique hyper alternatif. Donc forcément, ça prend pas. Il faut mieux le vendre, mieux l'enrober, pas laisser jouer autant de suspense. Donc l'année prochaine, il faut que ce soit un truc bien annoncé, genre Drake va chanter Frank Ocean en guitare acoustique et Kanye West va faire les chorégraphies de Lizzo et R. Kelly. Non, rien du tout, R. Kelly. On arrive à la partie interview là. Donc, Yérim, tu es ce journaliste français qu'on retrouve dans l'after rap sur Move avec Pascal Sofran. Mais tu as aussi travaillé entre autres pour Première, l'ABCDR du son, Vice, Binge avec le podcast MDR, Feu, Snatch Magazine. On avait parlé de toi il y a quelques mois à la NHA à l'époque du hashtag Free Yérim suite au Yérim Gate. On était derrière toi. Ouais. Pour François, tu es le mec qui recadre Rof. Par rapport aux Migos. Migos, ouais. Moi, il y a un article de 2017 que j'ai relu il y a pas longtemps, que j'aime beaucoup. Ça s'appelle « Contraint à regarder les victoires de la musique, un journaliste raconte son calvaire ». Et pour moi, une des phrases cool, une des phrases vraiment clés dans le truc, c'est « Contrairement à la plupart des cérémonies, ce sont les présentateurs qui ouvrent les enveloppes, pas de guests ou d'anciens gagnants. En même temps, quand on s'est tapé la cérémonie une fois, je peux facilement comprendre qu'on n'ait plus envie d'y retourner. Il n'y a pas un seul drapeau algérien dans la salle, ce qui prouve que les participants ne sont pas vraiment humains. » Comment t'es venu l'idée de l'article, et est-ce qu'il y a un souci spécifiquement sur ce type d'exercice, souci français, spécifiquement français, sur les cérémonies sur de les récompense, cérémonies, sur tous ces trucs-là? Alors attends, comment ça m'est venu? Je crois qu'on me l'a proposé parce que de moi-même, je me serais pas dit. Ouais, je me serais pas dit. Je sais plus. À chaque fois, c'est un vendredi ou un samedi soir. Donc non, ça devait être le mec de Noisé qui est la partie musique de Vice. Qui a dû me dire est-ce que t'es chaud de faire ça, et vu que j'aime les défis nuls, je me suis dit bah vas-y. J'avais aucune idée que ça durait c'est long, 5h30. C'est quasi, ouais, tu rigoles, mais je crois qu'on est entre 3h30 et 4h. Oh là, c'est effectivement, c'est pas les Grammys, c'est pas les BET, c'est pas. Mais déjà que c'est chiant les cérémonies américaines, je me dis les cérémonies françaises. C'est compliqué, c'est très compliqué. Après, est-ce que c'est typiquement français? Je sais. Sur la technique, par exemple, au milieu de l'émission, de mettre un best-of des de auto-best-of. Ouais, des auto-best-of. Ouais, ça c'est chaud. Ça c'est chaud. Contre, c'est chaud. Et tu penses que c'est vraiment pour que les techniciens. Attends, c'est des best-of. T'as du best-of en fait, de l'émission à la moitié de l'émission. Je croyais des best-of des invités. Non. C'est-à-dire qu'en fait, t'arrives genre au bout de la première demi-heure, au bout des premières 20-25 minutes, et là il dit on va se refaire les meilleurs moments de ce qu'on vient de faire en fait. Non. Et je sais pas pourquoi ils font ça. Moi, ma seule explication, c'est ce que j'avais mis dans l'article, c'est que c'est pas assez rodé, et donc tu dois avoir du temps pour la technique, pour s'installer. Mais l'émission elle date que des années 80, hein. Ils ont pas eu le temps de se roder. Ça fait que 30 non, mais ans. je sais pas, pas. Après, bon, ce qui est sûr, c'est que forcément, tu auras moins d'argent dans les victoires de la musique que dans une méga cérémonie aux États-Unis, mais ça c'est normal en fait. Mais après, je sais pas, tu vois, non, moi j'ai pas d'explication. En même temps, les Césars aussi, c'est pas ouf comme cérémonie, donc c'est un peu moins nul quand même que les victoires de la musique. Il y a souvent du drama au César. Il me semble que C'est c'est ça ça qui qui en fait, non, les Césars, le truc, c'est qu'ils ont en général des meilleurs présentateurs, surtout. Mais des fois, c'est malaise. Hein. Alors, des la fois, fois où c'est vous avez nul. emmené l'Otari sur scène, là. Non, mais après, les Césars, c'est pareil, je les ai fait une fois. Never again. Ouais. Ah si, un MDR, il m'avait envoyé, mais sur place. Ce qui est le meilleur moyen de subir la cérémonie. Tu bois de l'alcool tranquille. Exactement. Tu te bourres la gueule et tu bouffes leur espèce de truc luxueux, là, mais c'est tout. Il y a pas d'autre intérêt. Mais ouais, effectivement, les Césars, par exemple, ils avaient eu Édouard Baird, il me semble, ou Alain Chabat, je sais plus quelle année. Bah là, c'est des mecs, vu que c'est des comiques de profession, effectivement, ils font les choses. Maintenant, les 2 fois que j'ai vu les victoires de la musique pour en faire des articles, c'était
Il y en avait Evangélie et... 2017-2019. Ouais, c'était... merde, je sais plus comment elle s'appelle. Daphné Burki. Daphné Burki, ouais. 2000, je sais plus. Je pense que c'est 19. Et ouais, 2019, je pense. Et 2017, c'était Thomas Touroud et le mec d'énergie, Bruno, je sais plus quoi. Gacho ? Non. Non. Donc ouais, voilà, tu- c'est plus des présentateurs, quoi. Justement, tu as fait 2017-2019, tu disais qu'il y avait une évolution entre 2017 et 2019. Tu dis qu'on est passé d'un bal musette de bouseux du terroir, à une playlist de connards habitués au brunch à 35 €. Ouais. Qu'est-ce que C'est parce que vises j'ai lu quelqu'un que en c'est pas- particulier? Non, c'est parce que c'était une différence de style dans la sélection et dans les gens mis en avant, en fait. Donc, Daphné Burki, elle avait fait une sorte d'intro comme un générique où elle croisait à peu près tout le monde. Enfin, plus les gens cool, un peu. Ouais. On est censé trouver cool, en tout cas. Et donc, t'avais plus des Christy and the Queens, après, je t'avoue, je l'ai plus trop en tête. Mais c'était plus ce genre-là. Donc, t'avais... Et l'autre, en fait, ils avaient ouvert sur un mec qui faisait de l'accordéon. Donc, en gros, c'était plus ça, la Deux différence. salles, deux ambiances. Voilà, c'était ça. Mais dans les deux cas, c'était éprouvant à regarder. Donc, après, voilà, quoi. Pour moi, les VDM, les victoires de la musique, Ouais. ça me rappelle que les Blancs, sans ciller, donnent des victoires à Boulevard Désert, je sais pas qui c'est, Vianney, Big Flo et Oli, LEJ, tout en prenant de haut Aya Nakamura. Eh oui. Mélanie, tu avais une remarque. Oui, alors moi, je voulais avoir ton avis d'oracle sur Aya Nakamura et le mystère médiatique qui est son traitement. Parce que bon, Aya Nakamura, c'est une chanteuse qui est énormément populaire en France. Elle vend des millions de disques. Le public l'adore. Et pourtant, le traitement médiatique autour d'elle, c'est un peu ambiance glaciale. Je ne sais pas si on peut dire ça. Et du coup, les médias classiques, j'ai l'impression qu'ils se foutent en permanence de sa gueule. Et que... Par exemple, on a Mathieu Delormeau de TPMP qui s'est un peu déclaré son ennemi personnel, en la traitant de Madonna de banlieue et en faisant plein de références à elle à chaque fois. On a aussi le passage de Aya Nakamura dans C'est à vous, qui était hyper malaise, où en gros il lui demandait d'expliquer chaque mot de ses chansons en mode c'est exotique. Enfin, c'était horrible. Et du coup, plus récemment, au Energy Music Awards, elle a été complètement snobée en dépit de ses chiffres de vente et de son succès à l'étranger. Et c'est M. Pokora qui a raflé la mise. Donc moi, j'ai l'impression qu'il y a comme un décalage et j'aimerais bien que tu nous donnes ton avis sur ce traitement, quoi. Sur ce traitement, en fait, en vrai, pour moi, elle est un peu traitée comme, on va dire, comme une rappeuse, en fait. Elle a un peu le même traitement que quand Diams avait à peine commencé à percer. C'est-à-dire qu'avant qu'elle tape, pour le coup, le million, mais en physique, ce qui était complètement fou à l'époque, elle était effectivement regardée de haut. Donc je pense heureusement qu'Aya c'est une chanteuse, parce que si elle était rappeuse ce serait vraiment encore pire, même avec les mêmes ventes. Après en fait elle subit juste le même traitement que n'importe qui venant de ce qu'ils appellent l'urbain, puisque rap c'est un gros mot, R&B aussi, mais en gros pour moi c'est ça son traitement. Après c'est pas un drame non plus, dans la mesure où comment dire, les Energy Music Awards, tout le monde sait que ça vaut rien. Je crois que cette année, ils ont décerné une récompense à Ariana Grande qui n'était pas au courant, en fait, qui l'a appris plus ou moins par merci. Twitter, en disant putain, je savais pas que cette cérémonie existait. C'est gentil, la France, merci, tu vois. Donc au bout d'un moment, tu sais, quand une cérémonie vaut rien à ce point-là, c'est pas la peine de se prendre la tête pour rien. Pareil, tu vois, au final, de leurs mots, c'est juste un mec qui regarde ses pieds à chaque fois qu'Hanouna fait une blague homophobe. Donc le fait d'être ou pas validé par ce mec, c'est à la limite c'est un compliment si t'aimes pas, tu vois, c'est juste une merde. Donc après, il y a pas vraiment de raison de s'inquiéter. Maintenant, sur la différence de traitement, si tu veux la mettre en parallèle avec une chanteuse du coup on va dire qui serait hors affiliation rap ou R&B, oui, alors là effectivement c'est le jour et la nuit malgré ses ventes, mais en fait ça on le sait de base, tu vois. C'est comme si t'essayais de comparer, je sais pas moi, genre le traitement de Niska qui a fait disque de diamant, absolument personne en a parlé, par rapport à n'importe quel chanteur ou groupe, comme t'as dit, Boulevard des Anges ou que sais-je. Désert, pardon. Mais en gros, c'est forcément ce sera jamais le même traitement, parce que c'est pas vu. Enfin, en fait, c'est vu toujours comme un truc du style.
c'est cool, elle est gentille, elle a eu de la chance, quoi, tu vois. Ouais. C'est pas vraiment vu. Et moi, je te dis ça, en plus, je suis pas du tout fan de sa musique, tu vois. J'écoute pas, je trouve ça assez inintéressant. Mais par contre, ouais, si on parle juste de traitement médiatique, bah, ça s'inscrit dans la droite ligne du côté... effectivement, comme tu disais, c'est exotique. On va surtout la foutre dans la case... alors vous êtes né, je crois, au Mali, un truc comme ça, alors qu'en fait elle avait fini par dire mais enfin ouais, j'y suis né, mais en vrai je connais très peu. Elle fait concrètement pas de l'afro, tu vois, en termes musical. Donc voilà, mais ça a toujours été le truc, même quand c'est bienveillant, ça reste très paternaliste, tu vois. C'est en mode alors tu vas nous apprendre des nouveaux mots et tout, Pookie, qu'est-ce que ça veut dire, enfin voilà, tu vois, c'est des trucs. C'est elle, ouais, alors, pour moi, elle a un traitement de rappeur, en fait. À peine moins. Tu me fais la transition parfaite parce que Ah, excuse-moi, tu voulais rebondir, je voulais rebondir sur le fait qu'il y a aussi le fait que c'est une femme et que par rapport à, tu vois, à des rappeurs mecs, j'ai l'impression que les rappeurs mecs font peur. Et qu'en gros, tu vas pas trop les chercher, tu vois, trop longtemps. Mais par exemple, l'obsession de Delormeau pour elle et le fait qu'il l'insulte, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un truc en mode ferme ta gueule, quoi, t'es qu'une meuf. Et surtout qu'une femme noire qui a un succès musical comme ça en France, à part elle, il n'y en a pas, et il n'y en avait pas avant pendant très longtemps, quoi. Donc il y a vraiment aussi cet aspect, je trouve, comme tu dis, paternaliste, mais aussi clairement misogyne, quoi. Clairement des mecs qui sont là, genre non mais tu vas bien, tu te prends pour qui, ma petite poulette, t'es pas Madonna. Enfin, ouais, mais alors en fait ça, par exemple, tu le fais pas parce que en gros l'excuse des gens tu vas comme dire ça à Booba, quoi. Genre attends. Mais ça en fait pour moi c'est pas un truc de masculin féminin, c'est un truc que la misogynie, c'est de la misogynie ce que tu me décris, mais en fait elle va se déclencher parce que c'est une Renoir qui fait de la musique dite urbaine. C'est au parce croisement. que en fait si tu prends une autre chanteuse de variété qui aurait, parce que Aya Nakamura apparemment elle a réellement un sale caractère, etc., tu vois, c'est possible, ok, mais en fait il y a plein de chanteuses qui jouent les divas, etc., et en fait c'est juste vu comme oh mais oui, mais c'est une diva, c'est comme ça, faut la supporter. On en a tout pas machin, de diva, tu vois, quoi, putain. Non, mais ce que je veux dire, c'est que la réaction des médias généralistes, quand t'as des chanteuses qui ont un sale caractère, c'est juste de dire oui, mais bon, faut la comprendre. Alors que là, effectivement, c'est plus ouais, mais pour qui elle se prend, etc. Puis après, ouais, le terme Madonna de banlieue, tu fais ouais, bon, ok, tu comprends la racine du truc, quoi. On n'en a pas des divas. Laissez-nous avoir notre diva noire en France, quoi. Arrêtez de faire chier, quoi. Mais vas-y, Kevin. Non, je voulais justement rebondir un peu sur ce que tu disais tout à l'heure, Yerim, sur le fait que ce qu'on appellera avec plein de guillemets la culture urbaine dans les grands médias français, c'est pas facile. On y arrive petit à petit. Sur France Inter, par petite dose, Blanche, Eric et Quentin, le grand urbain. Est-ce que t'as écouté ? Non. On aurait aimé que t'écoutes pour nous dire ce que t'en avais pensé. Est-ce que t'as un avis là-dessus ? Parce que moi, j'ai écouté, j'ai tenu une vingtaine de minutes, j'ai écouté l'épisode avec Kalash. Sur 50 minutes. On aurait dit qu'ils avaient peur de lui, ce que tu disais, Mélanie, tout à l'heure, c'est intéressant. Il lui dit non, mais les gars, vous pouvez me tutoyer. Non, on n'y arrive pas. Des questions sur Madinina, Mada, la Martinique, c'est fantastique. Est-ce que tu peux nous expliquer le mot poucave ? Okay. J'ai un peu le sentiment qu'ils sont obligés de faire de l'autodérision en permanence. Ils font une émission rap pour les blancs, non ? C'est ça le concept. Peut-être parce que c'est pas les plus légitimes, les mieux placés à en parler. Pourquoi c'est pas, à ton avis, je sais pas, c'est Jean Morel de Grunt ou Mehdi ou toi ou quelqu'un de l'ABCDR du son qui se retrouve sur France. Ou n'importe qui de Move, parce que Move appartient à France. Ouais, exactement. Ouais. Qu'est-ce qui se passe ? On veut pas que tu perdes ton taf, hein, mais. Grande réserve. Je l'aurais déjà fait pire, je pense. Donc non, en gros. Non, je pense que la logique de France Inter, en fait, elle est inverse. C'est plus des gens qui se sont demandé, enfin, qui se sont dit, ok, il faut faire une place pour le rap sur notre antenne, mais maintenant, en gros, ils ne peuvent pas assumer un truc qui soit, comme ils diraient, trop spé. Parce que là, ils vont se dire, on va perdre toute notre audience, les mecs ne vont rien comprendre à cette émission, etc. Bon, moi, je pense que c'est faux, en fait. C'est juste que ça attirait peut-être une autre audience. Et puis, après, si tu fais juste de la pédagogie, tu peux faire comprendre à peu près tout à tout le monde. Tu peux faire de la vulgarisation scientifique. Je vois pas pourquoi tu pourrais pas faire. On a les chiffres, ça marche. Je sais pas. Non, là, pour le coup, je sais pas du tout. J'ai aucune idée. Et donc, effectivement, dans ces cas-là, la solution, c'est de prendre des têtes, non, parce que c'est de la radio, mais donc on va dire des voix
connues, Mainstream. même si elles ne sont pas du tout connectées À ce milieu-là. à ce milieu-là. En gros, c'est mais c'est ça, enfin, tu vois, c'est une logique de télé, c'est une logique de radio. C'est en fait, c'est dès que tu tapes un média grand public, il y a toujours ce truc de ok, comment rendre le truc moins clivant, comme tu dis, comment décloisonner et tout, alors qu'en vrai, quand ils reçoivent dans une autre émission, je sais pas, Damso, Vald, et qui font des freestyles, ou a priori ils ne se brident pas quand ils font des freestyles, je pense pas que ça fasse chuter d'un coup l'audience de France Inter. Ouais. Je pense juste que soit t'aimes pas, mais t'es pas en train de te dire oh mon Dieu, il y a des Zoulous qui envahissent ma radio, tu vois. Donc, Ouais, et puis en plus, les émissions clivantes, ils en ont, France Inter. C'est juste qu'ils puis... se positionnent par rapport à un certain type non, d'auditeur. j'allais dire, ils ont Finkielkraut, mais non, c'est France Culture, Finkielkraut. Ouais. Mais du coup, les journalistes un peu blancs ou les journalistes Yankee, est-ce qu'ils sont pas complètement légitimes vu qu'il y a une prolifération de rappeurs blancs ces dernières années? Genre des cafards et tout. En mode Nadine Morano, quoi. Tu t'étais penché sur la question pour l'abécédaire du son? Donc comme chacun sait, les Blancs dirigent un peu le monde, parfois accompagnés d'autres ethnies un peu folkloriques. Cependant, comme tous les puissants, ils veulent montrer qu'ils sont aussi capables de s'amuser comme leurs camarades de couleur Kinder. Alors ça se cristallise dans le rap plus qu'ailleurs, puisque un blanc en fait ne veut atteindre le statut de noir que si sa vie est à 300% un désastre. C'est en quelle année ça? Est-ce que tu te souviens? Je crois que c'est 2014. 2014, ouais. Donc il y a 5 ans. Est-ce que tu as changé d'avis, de position sur la question de qui sont les rappeurs blancs, leur réseau, d'où viennent-ils, que veulent-ils? En fait, on m'a fait faire une sorte d'update de ma chronique par écrit pour Move, mais ça date peut-être d'il y a 1 an ou 2. Ok. Justement avec la nouvelle génération de rappeurs blancs. Mais après, non, en fait, le principe de la chronique comme de l'article, c'était justement de retourner le truc de manière absurde, en considérant les blancs dans le rap comme une minorité opprimée. Exactement. Parce que du coup, c'était ça qui était super drôle. Genre j'avais mis des intertitres, tous les intertitres c'était limite des titres de bouquins de Mandela, tu vois, ou alors des titres de Tonton David, genre un peuple qui a trop souffert et tout, tu vois, c'était vraiment retourner le truc jusqu'au bout. Donc maintenant, pour répondre à ta question, en gros, moi ce que je pense de ça, c'est que il y a toujours eu, enfin non, il y a pas toujours eu, il y a eu un malentendu à partir d'une certaine époque. C'est qu'en fait, quand le rap est arrivé en France, le rap, il arrive en tant que musique noire américaine, donc il arrive en tant qu'élément rapporté. Et en fait, dès les pionniers, t'as des rappeurs blancs. C'est juste que personne allait dire à Akhenaton, ouais, tu fais du rap de blanc, tu vois. C'était juste, un truc à l'ancienne et tout machin. Alors qu'effectivement, quand les textes commencent à se personnaliser de plus en plus, et que en plus t'as une nouvelle génération qui arrive, qui est encore plus ouverte, et donc t'as des profils ultra variés, etc. Bah là, effectivement, tu vas avoir des gens qui vont dire ouais, c'est des Yankees ou c'est des machins. Mais en vrai, ça veut pas dire grand chose. Et puis en plus, t'as des gens qui pensent et qui disent que Joke c'est du rap de Yankee, tu vois. Par exemple, t'as personne qui va dire que Jul c'est du rap de blanc, puisqu'il est tellement dans une case à part. Ouais. Portugais de Marseille qui fait tout en indé. C'est voilà, tu vois, à la limite, ouais. si tu n'as jamais vu sa tête, tu peux penser que c'est un rebeu de Marseille, Jul, en vrai, tu vois, quand tu l'écoutes. Et donc en fait, ouais, t'avais ça. Après, non, là où ça devient comique, c'est plus dans le traitement. C'est dans le traitement médiatique, parce que là, effectivement, t'as toujours ce côté. Vous êtes pas comme les autres, genre vous êtes intelligent, quoi, vous savez lire. Et c'est souvent, voilà, tu vois, c'est un truc comme ça. Et c'est souvent, en plus, pas un truc que le rappeur demande de lui-même. Ouais. Genre Nekfeu, ça l'a atrocement fait chier qu'on lui colle cette étiquette. J'ai l'insert de Vald chez Ardisson. Alors là c'était encore autre chose. Ce qui illustre bien ce que tu veux dire, parce que justement il y a la question de comment les rappeurs blancs sont traités dans les médias. Donc tu peux avoir bienvenue, c'est super, machin, etc. Mais c'est pas pareil pour tout le monde. Vald, bonsoir. Vous n'êtes pas vraiment un rappeur comme les autres. Vous n'êtes pas noir, vous ne passez pas vos journées en salle de muscu, et vous savez que le verbe croiver n'existe pas en fait. Donc putain, là, mais Ardisson, quoi. Après ça, il est où maintenant Ardisson, on sait? Non, il est nulle part. Pôle emploi, mais ses droits vont sauter avec la réforme Macron. Il enchaîne les questions de merde. Ça fait quoi d'être blanc? Vous êtes le Eminem français. Oui, bien sûr. Votre frère est toujours musulman?
Il est toujours musulman, votre frère? Le tout avec sur une fond de musique arabe. En il fait, a foutu une énorme musique orientale. Parce que c'est pas une question, il dit et votre frère est musulman. Et là, t'as juste Val qui hoche la tête, tu vois, c'est même pas une question. Et là, tu vois, t'as une musique orientale qui se lance et c'était un très grand moment de télé. C'est le fameux tonton raciste à qui on a donné une équipe de rédaction, en fait. Mais le truc bye. très marrant, c'est qu'il me semble que c'était Niro qui avait relevé ça. C'est qu'en fait, à 1 ou 2 ans d'écart, dans la même émission, il avait reçu Orelsan et il lui avait fait la même intro, presque au mot près, en fait. En disant, vous n'êtes pas un rappeur comme les autres, machin. Vous n'êtes pas noir. Donc, ouais, c'était... Mais pareil, tu vois, en fait, Orelsan et Val, ils demandent pas à être traités comme ça. C'est bon, Val encore plus, parce que Val, en plus, l'autre, il s'est foutu de sa gueule après. Mais c'est une question de perception. Ils demandent pas, mais c'est les Eminem français. Ah ouais, non, mais si tu regardes bien, alors ça, par contre, c'est une étiquette, c'est super drôle, parce que Eminem français, c'est un truc que tous les médias généralistes sortent dès que t'as un rappeur blanc qui perce, et à chaque fois c'est un mec qui a aucun rapport avec Eminem ou alors qui a un mini point commun, c'est-à-dire que ils ont sorti ça à Cynic à l'époque parce qu'il faisait des battles, ils ont sorti ça à Nekfeu parce qu'il a fait des battles aussi et que des fois il rappe en accéléré, ils ont sorti ça à Val pour le côté blond provoque, ils ont sorti ça à Orelsan pour le côté polémique. À chaque fois en fait, vous êtes un peu le Eminem machin. Il y avait même un article, je sais plus, c'était Le Monde ou Libé, ou peut-être autre chose, c'est à vérifier, qui avait mis genre l'homme pâle, rendez-vous avec le Eminem du 13e, et tu fais, mais putain, arrêtez avec ça. C'est insultant pour le gars, c'est insultant pour Eminem, c'est juste insultant pour tout le monde. C'est insultant pour le 13e. C'est insultant pour les blancs, enfin tout le monde. Donc tu vois, c'est en fait, tu montes, c'est comme si tu sortais une pancarte, tu disais voilà, alors moi en fait, j'écoute pas de rap, je ne connais pas. Mais j'ai voilà, des choses à dire. Voilà, c'est un jour j'ai vu Eminem à la télé, donc vous êtes de la même couleur, donc on va dire que t'es le. Mais est-ce qu'il y a un Eminem français en vrai? Non, mais comme il y a pas de. Enfin, tu vois, c'est comme l'époque. Français. Voilà, tu vois, c'est comme l'époque où, par exemple, on pouvait dire ouais, Doc Gynéco c'est le Snoop français et tout. Enfin. C'est à chaque fois, ouais, voilà, c'est juste parce qu'il a un côté décontracté ou quoi, tu vois, et l'influence West Coast, mais en fait. Tout est tellement différent, tu vois, des deux côtés de l'Atlantique, qu'à chaque fois, c'est méga compliqué. Puis tu vois la vie qu'a eu Eminem et ce qu'il raconte surtout, c'est pas comparable avec tous les noms que les médias ont cités en leur collant cette étiquette-là à chaque fois. C'est voilà, mais même tous, hein, que ce soit Val, Orelsan, Nekfeu, tout le monde. À mes yeux, Val a une position un petit peu particulière aussi, donc c'est un peu un blanc pas comme les autres, un peu l'élu. Ouais. J'étais à son Bercy il y a une semaine, je suis allé avec madame. À la base, on devait être en balcon, mais on est allé voir la sécu. Ils étaient noirs arabes, donc ils ont fait une fleur et ils ont accepté de nous mettre en fosse. Donc ils nous ont lâchés parmi les blancs. Le fameux black privilege. Exactement, le fameux black privilege. Il nous a lâchés dans la fosse. Il y en avait partout. C'est un peu de danse avec les blancs. C'était une expérience anthropologique assez folle. C'était assez mignon. Et Val, en fait, je pense que il a une sorte de distance politique, une distance assez intéressante. Je pense que c'est le seul rappeur qui peut te faire turn up avec des paroles telles que je crois que je suis dans le mal blanc, hétéro, cisgenre, carnivore, privilège. Ouais. Il a des collaborations dans tous les sens. Il est assez omniprésent. À son Bercy, il y avait Damso, Lorenzo, Orelsan, Maes, Lefa, SCH, Eus l'Enfoiré. Mais il aurait pu avoir Jules, Sofiane, Al Capote, Rimka. En fait, il est connecté à tout le monde. Il gagne, il ramasse. Deuxième meilleur démarrage rap de 2019. Est-ce que c'est mérité selon toi? Ouais, parce qu'il a taffé. Après, pour moi, la meilleure définition de Val, c'est Sofiane qui l'avait dit il y a quelques années. Je sais plus dans quelle interview il m'avait sorti ça, mais en fait, il m'avait dit ouais. Tu vois, c'est ça que j'aime bien avec Val, c'est qu'il dit dans le 93, même nos blancs, ils sont fous. Et tu vois, c'est ça. Je trouve que ça résume pas mal le personnage. Tu vois, c'est un petit mec qui sait provoquer quand il faut, mais qui est pas dupe. En fait, tu vois, lui, il sait bien que c'est absurde un peu sa position, que le regard des gens sur lui correspond pas forcément à sa réalité, etc. Et lui, il choisit de pas se prendre au sérieux et d'en rire encore et encore, tu vois. Ce qui est une solution plutôt pas conne et plutôt viable. Après, est-ce que c'est mérité? Ouais, c'est mérité. C'est pas un mauvais rappeur. Il essaie de taffer ses albums, même si ça se voit pas forcément toujours, avec une ligne directrice en fait à chaque fois. Enfin, c'était pas forcément le cas pour le coup pour les NQNT, mais dès qu'il est passé à Gartha, Xe et Ce Monde est cruel, tu vois, t'as ça. Et après, moi, si tu veux, je peux que respecter un mec qui met des phases du style
fuck les pédophiles comme Brigitte. Voilà, c'est des trucs qui me parlent. Je roule un balèze comme Dieudonné. Enfin, c'est vraiment les name dropping de mecs qui s'en bat les couilles, qui est juste sur YouTube, qui tripe devant ses vidéos, tu vois. Voilà. Moi, je pense que, juste pour finir sur le Vald, je pense que c'est un peu le Joker français. Et je l'ai pas lu dans Télérama, avec une sorte de conspirationnisme contagieux, un message hyper lucide et tout, qui pousse à la révolte. Mais est-ce que c'est cool? Est-ce qu'on a envie que les petits blancs prolos se soulèvent? Je crois pas. Il y a des précédents historiques qui font peur. Donc voilà, je pose ça là comme ça. Après, moi, je pense qu'il y a... Enfin, tu vois, je pense que ta comparaison, elle peut marcher, mais jusqu'au bout. C'est-à-dire que Joker, tu vois, les Quinry avaient peur que ça déclenche des fusillades dans les cinémas, justement par rapport aux blancs prolos. En fait, tout ce que ça a fait, c'est faire genre, du bise pour... C'est ça, c'est rapporter 1 milliard de recettes et gentrifier un escalier dans le Bronx. Donc au bout d'un moment, Vald, c'est pareil, à part faire des pogos à Bercy, tu sais, les petits blancs dont tu parles, ils vont juste apprécier sa musique, ils vont pas faire grand-chose de plus. Ils vont pas nous manger, ils vont pas nous remplacer le hip-hop. Non, je pense pas. En fait, je pense que c'est pas possible, ça. Ouais. C'est pas possible. En conclusion sur et cet je dis ça en tant que tismé, donc j'ai des insights. tu as des cousins qui... C'est ça, ouais. Je connais très bien des blancs. Tu connais très bien des blancs. Dès qu'on annonce, tu sais, dans ton deuxième article sur les victoires, dès qu'on annonce pendant l'émission les chiffres d'artistes un peu de la variété française, toi, dans ton article, tu réponds « Jules et PNL te baisent ». C'est factuel. Ah oui, mais est-ce que ça veut dire que c'est parce que le rap est le premier genre musical en France en termes de vente? Qu'est-ce que ça t'inspire? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est un bien pour un mal? Est-ce que ça veut dire que le rap va être traité différemment à l'avenir, dans la prochaine décennie? Alors, est-ce qu'il va être traité différemment? Je sais pas du tout, parce que malgré tout, tu vois quand t'as... Non, c'était pas l'été dernier, c'était il y a 1 an. Mais quand t'as eu la baston à Orly de Booba et Karis, t'as eu direct 100 fois plus de couverture médiatique que sur tout le reste de l'année. Mais c'est comme ça qu'ils aiment. Hein. Bah, c'est ça, tu vois. C'est ça qu'ils veulent. Hein. Donc est-ce que ça va changer? Je sais pas, tu vois. C'est possible, comme c'est possible que dans 15 ans, ça soit exactement déjà la même 40 chose, ans, tu vois. quand même, le rap. Ouais. C'est ça, tu vois. Après, je sais que moi, ce qui me rend plutôt pessimiste, là, je réponds juste sur la partie traitement médiatique, c'est que quand j'ai été permanent en télé et que je ramenais des sujets rap, même si j'étais... en fait, je faisais à la fois ciné et rap. Ouais. C'était pour une émission qui se voulait plutôt jeune et dont la cible était plutôt jeune, puisque c'était le Before, donc ça passait juste avant le grand journal de Canal+. Et même là, en fait, les rédac chefs qui étaient aussi plutôt jeunes avaient déjà pris le pli, c'est-à-dire que tu pouvais trouver des gens qui te disent moi j'écoute ça, mais par contre c'est un sujet que je peux pas forcément mettre en avant et je devais batailler, et surtout je devais à chaque fois limite apporter la preuve que tel rappeur en question que je voulais mettre en avant. Non, c'était plus basique que ça. C'était est-ce qu'on est sûr qu'il est pas antisémite et homophobe? On me demandait ça de manière directe. On me disait voilà, on est sûr que il peut pas faire de dérapage et tout machin, tu vois. Mais maintenant, et ça rejoint la première partie. Yann Moix, tout va bien, quoi. Non, c'est juste. Ah bah ouais. Non, Yann Moix, il a la carte de membre. Je pense que c'est bon, il a l'immunité, lui. Mais en gros. Mais c'est comme quand quelqu'un va te dire que tel rappeur a des propos misogynes, tu vois, et tu fais ouais, mais la chanson française n'a jamais été misogyne. Oh, mais moi je pensais plus à Polanski directement, tu vois, que juste là c'est pas des paroles, c'est des actes, tu vois. Mais en gros, du coup, pour rejoindre ta première question, par contre, là où il y avait jamais ces questions-là, c'était pour les très gros vendeurs. Ouais. Par exemple, la section d'assaut, même quand c'était juste 2 membres qui venaient en plateau. Absolument et pourtant c'était des mecs qui s'étaient tapé une bête de polémique 3 ans plus tôt. On est 100%. Donc voilà, tu vois. Mais vu que c'est des énormes vendeurs, donc ça posait plus de problème. Donc pour la première partie de ta question, oui, je pense que c'est une bonne chose que le rap vende. En général, n'importe quel style de rap, plus le rap vend en fait, et mieux c'est, parce que vu que c'est un monde qui fonctionne sur le bif, plus tu vends. Et plus même les gens qui te détestent seront obligés de composer avec ton existence, en fait. Donc voilà. Parce que le grand capital. Sur ces mots d'espoir, merci. Ouais, c'est quoi tes projets à venir
Mes projets à venir, c'est alors. Si tu peux nous dire. Hein. Ouais, il y a un truc. Film avec Polanski. Putain, ouais, je ferais grave. Non, mais écoute, je vais continuer tous les trucs que tu as déjà évoqués. Il y a quoi ? Il y a Rap Jeu sur YouTube. C'est pour ceux qui voient pas du tout, c'est une sorte de. Bon, en fait, c'est juste Burger Quiz version rap. Voilà. Ouais. Animé par Mehdi Maizi de No Fun. Exactement. Ouais. On peut me retrouver en peignoir dedans. Et donc voilà, il y a C'est ça. la classe. Après, qu'est-ce que je vais faire Ah ouais, je vais faire du contenu régulier pour une plateforme qui s'appelle Kicker. Ok. C'est une sorte d'appli dédiée au rap. On va dire ça comme ça. C'est Ok. Trop bien. Bon, oui, dis-moi. Ah si. Et je surfacture des vidéos sur le cinéma à Micromania. Putain, Parce on que n'a même maintenant, pas ils parlé de veulent Black du contenu édito. Je sais pas pourquoi, mais ils en veulent. On n'a même pas parlé de Black Panther. Non, on n'aura pas eu le temps, mais ce sera une première fois. On te réinvitera. François a dû partir plus tôt. Il avait des questions cinéma Ton à film te de poser. l'année. Mais non, et puis ensuite, on fera le classement de la décennie 2010 et tout. Bref. Merci, Yérim. Et tout de suite, Mélanie, tu nous fais ta recommandation. Ouais. Alors, je voulais vous parler d'un podcast qui, quand il a été annoncé, a fait vibrer le cœur, en tout cas le mien. C'est un podcast qui est produit par WBEZ Chicago, à qui on doit déjà Serial, Making Oprah et Making Obama. Et donc là, le podcast, ça s'appelle Making Beyoncé. Donc le concept du podcast, c'est un podcast biographique narratif sur le fonctionnement de la construction d'une icône. Donc l'idée, c'est de montrer les origines, le travail, l'entourage et les problèmes qui ont jalonné la carrière des icônes Obama, Oprah et donc aujourd'hui Beyoncé. Il y a un épisode qui est sorti qui a été mis en ligne cette semaine. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que Obama et Oprah avaient participé à leur podcast, avaient donné des insights et tout, mais Beyoncé, non. Sans blague. Bien sûr. Et sa mère non plus, Tina, n'a pas voulu participer. Mais du coup, on a des producteurs, des collègues, des anciennes du groupe de Beyoncé, en fait, qui s'appelait Girls Time et qui est devenu plus tard Destiny's Child. Beyoncé a commencé dans ce groupe à l'âge de 7 ans. Donc c'est un truc un peu de ouf quand tu écoutes parce qu'il y a eu on des entend accès déjà aux que c'est la voix de archives Beyoncé ou pas encore? Et t'entends Beyoncé. Dans ce podcast, tu apprends aussi que le modèle de Beyoncé, c'était donc Michael Jackson et qu'elle s'est dit je veux faire ce qu'il fait et je veux être aussi bonne que lui. Donc Girls Time, le groupe était constitué de 6 jeunes filles qui étaient âgées entre 8 et 12 ans. C'est là où Beyoncé a commencé sa carrière et tous et toutes racontent dans le premier épisode disponible comment Beyoncé était jeune enfant de 7 ans et démontrait déjà un certain talent. Beyoncé is set to perform Home from the musical and film The Wiz. Her name is Beyoncé Knowles. The curtain rises and an 8-year-old Beyoncé is on stage dead center. Please don't make it hard to know if we should believe the thing. Ouais, donc en fait l'histoire est assez dingue parce que en gros elle prenait des cours de danse et un jour sa prof de danse s'est aperçue qu'elle savait chanter aussi. Et elle a dit à ses parents, en fait, il va falloir faire quelque chose. Elle a tout le package. Il va falloir l'envoyer dans des talent shows parce qu'elle sait tout faire. Elle est très timide, très renfermée, mais ça, on le connaît, c'était un peu cette dichotomie de Beyoncé, très timide dans la vraie vie et puis Sasha Fierce sur scène. Et c'était déjà là, en fait, quand elle avait 7 ans, quoi. Donc, dès son plus jeune âge, elle a envie de chanter. Et en fait, elle dit à ses parents, c'est pas un hobby, c'est ce que je veux faire. Et donc ses parents se disent ok, la mère, Tina tenait un salon de coiffure, le père vendait des photocopieuses chez Xerox, et les deux se disent vas-y, on tente le coup, quoi. Donc ils créent le groupe Girls Time, ils investissent près de $100 000 dans ce groupe avec cours de chant, cours de danse, producteurs, agents, songwriters, enfin il y a vraiment un vrai pari sur l'avenir. Ils les font même voyager à travers le pays pour trouver au groupe un contrat. Dans le premier épisode, c'est intéressant parce que ça montre en fait vraiment le côté do it yourself, quoi. Enfin, c'est comme si vous et moi on avait des gosses et qu'on se disait vas-y, on va essayer d'en faire un groupe de hypothèque ouf, sur la maison et mais c'est ça, quoi. Groupe, ouais. Et sachant qu'à l'époque, il y avait beaucoup de boys band et ils essayaient de remplir la niche girls band noire, quoi. Ils se disaient, voilà, c'est ça qui manque. Donc le podcast est chronologique, ça commence par l'enfance de Beyoncé à Houston avec sa sœur Solange, les parents. Et du coup, j'ai déjà dit pour Michael Jackson, du coup, ils l'inscrivent dans les talent shows, ils lui font enregistrer des chansons, et du coup, l'influence est directe. Et Beyoncé, quand elle chante en étant enfant, on entend, il y a une chanson qui s'appelle Sunshine, et on entend vraiment la référence Michael Jackson, mais entendre une gamine de 8 ans chanter comme ça, c'est assez dingue.
C'est à l'issue de cette chanson, en fait, qui faisait partie de l'album qu'ils avaient proposé à plein de maisons de disques, que Beyoncé est devenue leader. Avant, elle était co-lead avec une fille qui était plus âgée qu'elle. Et en fait, ils l'ont entendu chanter, ils ont dit, mais cette gamine, en fait, il faut que ce soit leader, elle va aller super loin, quoi. Donc c'est hyper intéressant, ça donne vraiment des insights sur, en fait... comment un talent peut fleurir quand il est soutenu, parce qu'elle aurait pu chanter comme ça, mais si elle avait des parents qui lui avaient dit lol, va à l'école, bah en fait elle serait pas ce qu'elle est aujourd'hui, quoi. Donc l'environnement fait beaucoup, mais effectivement il y a aussi la personnalité et l'envie de bosser. Et en fait déjà à cet âge-là, la meuf elle avait envie de bosser, quoi. Elle était là genre mais tu as 8 ans. Donc voilà, le podcast Making Beyoncé, disponible sur toutes les applis de podcast, franchement chaud, propre. I'm so wide for it, seen it, tried it, I die fully on my terms. Ce qu'on écoute, c'est FKA Twigs. C'est ma recommandation cette semaine, parce qu'il n'y a pas que les rappeurs qui veulent shooter des ministres dans la vie. J'écoute son nouvel album Magdalene depuis une semaine. Il a été super poussé par Spotify et YouTube. Qui est FKA Twigs? C'est une artiste britannique d'origine jamaïcaine et espagnole qui a 31 ans. Elle a commencé par envoyer des tracks un peu énigmatiques en 2012. Elle est chanteuse, compositrice, productrice, actrice, danseuse. Magdalene, c'est son deuxième album après LP1, sorti en 2014. Trop bien. Ça sort dans un contexte pas évident pour elle. L'éternel thème de la rupture amoureuse, sa vie privée, les tabloïds, Robert Pattinson, Shia LaBeouf. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui compte surtout, c'est pour l'album comme inspiration, c'est ses ennuis de santé. Elle a eu des fibromes utérins qu'elle a dû se faire enlever en urgence. A couple years ago, like I had like a lot of health issues. I had fibroid tumors, so like I would call my tumors my fruit bowl of pain. And I'd be like, okay, so I've got like 3 cooking apples, 4 strawberries. But at the same time, I'm very like cautious what I put in my body. Like I don't want to put like painkillers in. Elle raconte sur la chaîne YouTube de Rap Genius que une des inspirations pour le morceau Home With Me, ça lui est venu de ses fibromes qu'elle compare à une corbeille à fruits de douleur. J'ai 3 pommes et 4 fraises. Et que maintenant, elle fait attention à ce qu'elle met dans son corps. Un mot à retenir, vulnérabilité. En tant que person of color, on dirait personne racisée, elle réalise qu'elle n'a pas toujours à être parfaite, qu'elle peut pas toujours être une reine nubienne parfaitement assise sur son trône. Pourquoi Magdalene, le titre de l'album, c'est Marie-Madeleine. En interview à la BBC, elle dit qu'elle a été inspirée par le personnage biblique. Je pense parce que Disney n'a pas encore pris les droits de la Bible, donc on peut encore faire des adaptations. Et donc Marie-Madeleine est décrite par les hommes comme une prostituée, une pécheresse. En vrai, pour FKA Twigs, Marie-Madeleine, c'est une mystique qui travaille avec la nature et soigne les autres. Elle mériterait le titre de docteur. Elle profite de cet album pour explorer 2 phases de la féminité, selon elle, la vierge et la putain. Elle est innocente et pure, mais aussi séductrice et puissante. C'est bien, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Elle envoie des visuels incroyables. On attend un clip vidéo bientôt réalisé par Hiro Murai, à qui on doit Atlanta, This is America. Donc ce sera pour le single Sad Day, donc ça arrive bientôt. C'est pas une muse, hein, FKA Twigs. Elle s'est vraiment occupée de la majorité, la plus grande partie, des productions sur l'album. On a même enlevé les crédits de Nicolas Jarre, un prod américain qui lui-même a demandé à ce qu'on enlève les crédits en disant, vu qu'elle a tout fait elle-même et que c'est une femme, s'il y a mon nom, vu que je suis un producteur connu, on va dire que c'est moi. Et donc il lui annonce ça, et elle dit que ça l'a fait pleurer parce qu'il a quand même participé au truc. C'est une bête de scène. Regardez sa performance pour la BBC sur YouTube. C'est expérimental, donc c'est pas pour tout le monde, c'est assez chelou. C'est comme il y a quand même la chanson 2 Weeks de son dernier album qui je trouve est dans l'album d'avant qui est quand même assez accessible, et le clip est magnifique sur YouTube et tout. Mais par exemple, sur scène, elle est époustouflante. Moi, je l'avais vue il y a longtemps au Casino de Paris en 2015 et cette année à Wheel of Green. Moi, complètement ivre. C'est vraiment une dinguerie. Elle faisait de la pole dance, mais c'était poétique. C'était beaucoup entraîné. Elle a appris pendant sa maladie pour reconnecter avec sa force physique. À la base, elle est danseuse pro, donc ça marche vraiment. Elle a aussi fait des espèces de figures au sabre. Parce qu'elle a appris le maniement de l'épée, donc voilà, sans déconner, c'est vraiment, vraiment, vraiment super fort. Elle passe à la salle Playel le 1er décembre, c'est plein.
mais s'il y a des gens qui ont des places en trop, j'achète. Je cherche Envoyez 2 un places. le Paris. Mes DM sont ouverts sur Twitter, donc si vous avez 2 places en trop, je suis chaud. Voilà, FK Twigs, c'est validé de ouf. Pitchfork lui a mis 9.4. C'est dans la playlist de France Inter. On s'est réconcilié avec France Inter à la fin de ce podcast. Tout va bien, tout est magnifique. FK Twigs, des gros bisous. Et donc voilà, c'était le chip. On revient dans 15 jours. En attendant, vous pouvez nous suivre sur Twitter et sur Instagram. Ou Mélanie ? On peut nous retrouver sur @le Chip Podcast. Le Chip Podcast. Partagez ce podcast avec vos amis, vos familles, vos proches, tout ça. On est sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, SoundCloud et toutes les autres applis habituelles. Campagne Ulule, tu nous fais Campagne Ulule, n'oubliez pas, il reste 15 jours pour participer. On peut le faire, la Startup Nation, gang gang. Laissez-nous une revue sur Apple Podcast et 5 étoiles et on sera super heureux. Cette émission a été réalisée par Mathieu Thévenon, merci. Coproduite par Binge Audio. Yérim, merci. On te retrouve sur les réseaux @Splinter avec 2 E. Ouais, exactement. C'est exactement ça. Comme dans les Tortues Ninja, c'est ça ? Ouais, mais pas la écrit ref. pareil. Ouais, non, dans les tortues, je crois, c'était SPL. Ouais, mais c'est la ref, non ? Mais c'est la ref. Et puis aussi le spleen, la tristesse un peu. C'est ça. Le mal de vivre. Exactement. Détismé. Gros bisous les copains. À dans 2 semaines. Salut. Bye bye.